Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer et innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous, bonjour chers amis de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, chers amis, nous allons quitter l'Europe, quitter le monde que nous voyons tous les jours et que nous critiquons et que nous analysons. Nous allons aller en Chine. Nous allons aller en Chine en compagnie d'Yves-Marie Adeline. Yves-Marie, merci d'être présent au plateau de TV Liberté, parce que vous avez produit un article intéressant qui s'appelle « Les illusions chinoises ». Je ne dirais pas que l'article est débridé, parce que le jeu de mots est assez facile, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, les médias passent leur temps à nous inquiéter sur la Chine. Ils nous inquiètent sur la Chine en disant « la Chine est partout, la Chine nous envahit ». Ils nous interdisent d'évoquer le péril jaune, mais passent leur temps à agiter l'idée du péril jaune. Or, vous démontez, et vous n'êtes pas le seul. J'ai trouvé dans la presse un certain nombre d'articles très intéressants. Vous démontez les illusions chinoises. Alors, illusions chinoises pour les Chinois ou pour nous-mêmes ? Ce sera ma première question. Pour les Chinois, c'est-à-dire que les Chinois vivent une époque qui, pour eux, est enthousiasmante, qu'ils ont appelée eux-mêmes Renaissance. Voilà. Et c'est le régime de Xi Jinping, c'est le régime de la Renaissance chinoise. Et c'est vrai qu'ils sont extrêmement ambitieux et ils ignorent les contradictions qui sont devant eux, ils ignorent les handicaps qui sont les leurs, et ils ne sont pas tout à fait conscients des difficultés qui les entourent, sous prétexte que nous sommes dans une époque pacifique et qu'ils sont devenus l'usine du monde. Mais la plupart de leurs produits ne sont pas des produits chinois qu'ils exportent. Ce sont des produits étrangers fabriqués en Chine
et qui sont vendus ensuite à l'étranger. 70%. 70%, c'est absolument colossal. Quand on compare à la Chine, qui est un grand exportateur, qui a toujours été une grande exportatrice, premier exportateur mondial, à l'Allemagne, pardon, je dis, excusez-moi. Quand on pense à l'Allemagne, quand l'Allemagne exporte, globalement, elle exporte de l'allemand, même s'il y a forcément une usine Hyundai à un endroit, mais elle exporte allemand. Quand les Chinois exportent, à 70%, ils n'exportent pas chinois. Oui. Mais malgré tout, on les voit présents sur les marchés. Oui, bien sûr. Ils ont une capacité d'investissement colossale. Oui. Il y a la fameuse route de la soie dont vous allez nous parler. Oui. On les voit jeter un œil de convoitise sur Taïwan. Hein, donc, et puis, ce sont les meilleurs ennemis des Américains maintenant. Oui. Les meilleurs ennemis. Alors, on commence par quoi? Parce que alors, les illusions... on va commencer par les illusions. Vous avez dit, vous dites que l'économie chinoise est surexposée à la consommation mondiale. Bien sûr, puisqu'elle s'est développée essentiellement en fabriquant des produits destinés à l'exportation. Elle a négligé jusqu'à présent son marché intérieur, et donc des soubresauts de très grande importance dans le monde mettraient en danger évidemment son modèle de développement. Alors elle a essayé d'ailleurs de nourrir son marché intérieur, ça a créé une bulle immobilière, ça a créé un tas de problèmes de ce genre-là. La fameuse histoire d'Evergrande. Et puis elle est dans la situation qui était finalement celle, justement, j'ai parlé de l'Allemagne tout à l'heure, qui était celle de l'Allemagne avant les 2 guerres mondiales, c'est-à-dire qu'elle est géographiquement isolée. Elle est face à une puissance maritime qui est celle des États-Unis. Elle n'a pas ses propres sources d'énergie, elle n'a pas de pétrole, elle n'a pas de gaz, ou si peu, en tout cas que ça ne pourrait pas évidemment subvenir à ses besoins. Elle est obligée d'aller chercher ses approvisionnements loin dans le monde, en parcourant des mers qui sont gardées essentiellement par les États-Unis, et plus généralement parce que on appelle les Occidentaux, ce qu'on appelle le triumvirat, qui n'est pas une expression. États-Unis, France, Angleterre. Oui, États-Unis, France, Angleterre, qui d'une manière ou d'une autre sont présentes sur tous les océans. Sauf si on arrivait à ouvrir de nouvelles routes, le passage du Nord-Ouest ou surtout le passage du Nord-Est qui longerait la côte de la Russie, où là, effectivement, la Chine pourrait échapper à cela, enfin partiellement, de toute façon. Mais imaginez que lorsque la Chine va chercher son pétrole, elle ne passe que par des goulets d'étranglement où ses adversaires la pointent de leur fusil, si j'ose m'exprimer ainsi. 2 détroits, bien sûr. Hormuz et Sumatra. Pas Sumatra, on l'appelle le détroit de l'Alexandre Nobel. Enfin, peu importe, c'est juste à côté de cette île-là. Non, parce qu'il faut bien comprendre. Vous savez, en histoire, il y a une chose qui ne change jamais, c'est la géographie. Oui, et on ne peut rien contre la géographie. Et voilà. En fait, la Chine n'est pas ouverte sur les mers. Elle est fermée. Elle est ouverte sur une mer fermée. Elle est ouverte sur une mer fermée. Qui est elle-même gardée par tous ses ennemis, c'est-à-dire la Corée du Sud, les Japonais, Taïwan, et tout ça évidemment est dans l'alliance américaine. Elle a une marge de manœuvre extrêmement limitée. Qui plus est, elle a une politique expansionniste, elle revendique l'ensemble de la mer de Chine méridionale au motif qu'il y a quelques millénaires, tout ça lui appartenait. C'est un peu comme si l'Italie réclamait les eaux territoriales de toute la Méditerranée. C'est absurde. Bon. Et donc elle s'est mise à dos absolument tous les pays, même le Vietnam. Et quand on voit aujourd'hui le Vietnam... qui est passé côté américain. Mais oui, qui est passé côté américain dans l'Alliance Quad Plus, à notre génération qui avons assisté à la guerre du Vietnam. Bon, les Vietnamiens sont suffisamment réalistes pour savoir où sont leurs intérêts. C'est d'ailleurs un retour de l'histoire quand on y pense, parce que quand la France est arrivée en Indochine, nous protégions également le Tonkin des appétits de la Chine. Hein, donc, et on oublie qu'il y a eu une guerre, une petite guerre, très rapide. Oui, c'est vrai. Entre le Vietnam et la Chine. Oui. Et c'est le Vietnam qui l'a emporté. Oui, c'est absolument. Les Chinois avaient envoyé 500 000 hommes qui se sont embourbés à leur tour dans le Nord. Oublié, on l'a oublié. Ça faisait même peur parce qu'on se demandait si ça n'allait pas déclencher un jeu de domino entre le Vietnam protégé par l'Union soviétique, le Cambodge protégé par la Chine. Tout ça venait de l'invasion du Cambodge par le Vietnam, si vous vous souvenez, qui avait mis fin, évidemment, au régime épouvantable des Khmers rouges
rouge, etc. Donc, toujours est-il que géopolitiquement parlant, la Chine est dans une situation très désavantageuse et contre laquelle elle ne peut rien, exactement comme l'Allemagne jadis, était une immense puissance économique et industrielle, mais avait devant elle, à angle droit, les îles britanniques, qui pouvait couper à tout moment ses communications avec le reste du monde. Et d'ailleurs, en 1914, du jour au lendemain, l'Allemagne, qui était le premier partenaire commercial des États-Unis, a cessé de l'être. Et mieux encore, me semble-t-il, la défaite allemande de 1918, c'est aussi ses problèmes d'approvisionnement. Mais ça a été, à partir du moment où l'Allemagne perd la bataille de la Marne, on n'imagine pas l'importance qu'a eu la victoire de la Marne sur l'Allemagne, parce qu'à partir de là, on rentre dans une guerre de siège. Et tout le reste de la Grande Guerre n'a été qu'un long siège de cette immense citadelle allemande. Revenons à la Chine, cher Yves-Marie Adeline. On nous parle d'une Chine bientôt première puissance mondiale, mais est-ce que vraiment le parti a envie d'être le leader mondial ? Que le parti ait envie de l'être, ça ne fait pas de doute. Qu'elle devienne la première puissance mondiale, je n'y crois pas encore. Vous connaissez les trois facteurs de la puissance américaine, le hard power, donc industrie, économique, finance, etc. Le smart power, qui est encore de son côté. Depuis 1945, toutes les inventions majeures, toutes les avancées scientifiques majeures réalisées dans le monde viennent des Américains. C'est comme ça. Et l'Amérique est loin encore d'être sortie de ça. Le seul avantage, mais à très long terme, des Chinois sur les Américains, c'est que les Chinois, c'est une nation. Les Américains, on en a déjà parlé, les Américains, on ne sait pas trop ce qu'ils deviendront un jour, parce qu'ils se sont fondés sur une idéologie, c'est ça qui fait... Oui, mais je ferai une réserve quand même. Oui. C'est que, en effet, l'Amérique peut connaître la sécession. Pourquoi pas. La sécession. Oui. Il y a bien eu une guerre de sécession. Oui, pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Ouais. Mais la Chine, dans son histoire, a connu des sécessions Absolument. extrêmement nombreuses. Oui. Et Oui, je pense vrai. que le terrain du Parti communiste, par rapport à votre question, Pierre, c'est justement de voir éclater l'Empire. Souvenez-vous, après la Révolution de 1911, lorsque la Chine devient une république, les seigneurs de la guerre, oui, c'est vrai. Les Tupans s'emparent de la Chine. Le président Xi Jinping a donc baptisé l'époque qui est la nôtre, la Renaissance pour leur pays. C'est quoi la stratégie de ce président chinois qui est en train de s'imposer? On a vu il y a quelques jours, il a réuni son parti, les caciques du parti, et il n'a pas du tout envie de lâcher les manettes. C'est quoi la stratégie Xi Jinping? L'une des clés de cette stratégie, c'est une nouvelle illusion qui est les routes de la soie. Tout le monde s'extasie sur les routes de la soie. Donc c'est continuer l'export, oui, bien sûr. Et toujours pas de travailler sur le marché intérieur? Pas suffisamment. On voit bien que là, il y a des carences de la Chine. Et en plus de ça... trop travailler, si j'ose m'exprimer ainsi, sur le marché intérieur risquerait de faire naître des tensions internes et qui remettraient en question... Pourquoi ? Parce que l'appétit vient en mangeant. Donc la population chinoise désavantagée pourrait revendiquer sa part du gâteau, etc. Pour l'instant, tout le monde est tenu comme ça. La classe moyenne est une menace. Mais bien sûr. Autant que le peuple. Elle fait très peur au régime chinois. Donc il n'est pas évident que le Parti communiste ait intérêt à se lancer dans cette aventure. Alors, pour revenir au route de la soie, bien sûr c'est une illusion, parce que... Mais vous dites c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie d'abord qui coûtera toujours plus cher que qu'elle rapportera. Mais la différence entre la terre et la mer, c'est quand vous prenez la mer, vous êtes chez vous. Une fois que vous avez passé les eaux territoriales, vous êtes chez vous, sachant que la plus grande partie de la surface du globe est maritime. Mais quand vous êtes sur la terre, vous êtes toujours chez quelqu'un d'autre. Il faut faire de la diplomatie à chaque fois qu'on rentre chez un pays. Qui est impossible. Ouais. Il y a trop de pays à traverser pour aller de la Chine jusqu'à l'Espagne, en passant par Paris, etc. Il faudrait mettre d'accord tous ces pays-là constamment. Vous êtes constamment alors obligés d'obéir à leurs injonctions, etc. Donc, bien sûr qu'en temps de paix, ça peut être intéressant, mais ça ne remplacera jamais la mer, déjà pour des raisons techniques. Le transport commercial est une immense majorité un transport maritime, parce qu'on peut transporter par bateau beaucoup plus de volume que ce qu'on peut transporter par train, par camion et a fortiori par avion. Par avion, c'est 1% du commerce mondial. Vous voyez, c'est vous dire. Le coût et alors le coût, bien entendu, par bateau fait qu'un produit
qui part par bateau est beaucoup moins cher que si parce que c'est une question de masse, enfin de volume. C'est 1% ou 2%, vous dites dans votre article. Oui, voilà. Le coût du transport. Oui, il y a un effondrement maritime. Il y a un effondrement du coût du transport maritime dû à l'invention du conteneur, au progrès des bateaux qui sont des bateaux gigantesques. Or, tous ces bateaux-là chinois passent, encore une fois, à portée de canon de l'adversaire occidental, et auquel il faut ajouter tous les alliés possibles de l'Australie, bien sûr, mais l'Inde. Parce que vous savez que l'Inde et la Chine se disputent l'Himalaya, l'Himalaya qui est le château d'eau de toute la vallée du Gange, et par conséquent, cet Himalaya, le Tibet, est aux mains de la Chine. Tout ça ne plaît pas du tout à l'Inde. Mais en quoi l'actuel président chinois il se distingue de ses prédécesseurs ? Il ne s'en distingue pas, il est extrêmement habile, il a réussi à recréer une figure d'empereur rouge, si j'ose dire. On n'avait jamais vu ça, depuis Mao Tse-tung. Depuis Mao Tse-tung, bien sûr, depuis Mao Tse-tung. Alors, c'est pas encore le même culte que Mao Tse-tung, mais peu à peu, on voit bien que dans la culture politique commune, collective, Xi Jinping devient une figure... Mais comment il s'y prend pour ça ? Ça commence par l'école. Déjà, à l'école, on apprend non seulement que l'on vit dans la Renaissance chinoise, dans les médias bien entendu, et puis surtout, et ça c'est un peu plus dangereux, on apprend à l'école en Chine ce qu'on apprenait à l'école en France avant 1914, à savoir qu'il y a des régions périphériques de la Chine qui sont chinoises et qui malheureusement ont quitté l'Empire du Milieu. Et par conséquent, ça concerne des régions de Sibérie orientale, voilà. Ça gêne évidemment les Russes, et naturellement Taïwan, dont on est bien obligé d'admettre que, évidemment, que Taïwan est chinoise. Certains ne sont pas d'accord avec cette thèse. Oui, alors parce qu'il y a une population d'origine... Ah oui, alors très lointaine, bien sûr. Oui, bien sûr. Sur laquelle est venue se superposer une diaspora chinoise traditionnelle, plus l'arrivée de Chiang Kai-shek et des républicains qui fuyaient la Chine communiste. Oui, mais alors ça, c'est idéologique. Oui. Donc, une Chine de droite s'est installée à Taïwan pour échapper à la Chine de gauche, celle de Mao Tse-tung. Mais si on ne remonte pas des milliers d'années en arrière, parce qu'en fait, c'est ça, l'identité taïwanaise... Oui, mais à un moment, il y a eu plus de Portugais que de Taïwanais. Oui, quand c'était Formose, voilà, quand c'était une colonie portugaise, qu'ils appelaient la merveilleuse, Formosa, la belle, Formosa, etc. Mais on ne peut pas nier, bien sûr, que Taïwan soit une île chinoise. Alors après, ça pose un problème considérable. Alors justement, nous allons l'évoquer en seconde partie, mais je vous pose déjà la question, faut-il mourir pour Taïwan ? Alors, les Français pensent que non. Et c'est justement ce qui met les Français, enfin la France, en difficulté avec les États-Unis. D'abord, les États-Unis essayent d'imposer un marché aux Européens en disant « Nous allons vous protéger contre le grand méchant ours russe », comme si la Russie était une menace pour l'Europe. Alors, évidemment, elle est vécue par tous les pays qui en ont souffert, récemment encore, comme la Pologne, la Roumanie, etc., les pays baltes, mais les pays d'Europe occidentale, la France, ne sont absolument pas menacés par la Russie. Donc c'est là où on voit, dans toute cette géopolitique, un distinguo entre la volonté américaine et la volonté française qui dit « mais non, nous ne voulons pas, nous ne nous sentons pas menacés par la Russie ». Mais si on se sentait menacé par la Russie, l'Amérique nous propose sa protection, en échange de quoi elle nous conduit derrière elle dans une aventure anti-chinoise. Et la France non plus n'a aucun intérêt à s'affronter avec la Chine. Mais les Américains sont prêts à mourir pour Taïwan Non, je ne crois pas. Je crois pas. Et puis l'expérience de l'Afghanistan... Alors, cela dit, ils ont une force de propagande qui est tout à fait colossale. Bon, nous allons développer ça en seconde partie. Alors, qui veut mourir pour Taïwan ? Il semble bien qu'aux États-Unis, quand même, l'armement, en tout cas, est là. Et la Chine riposte aussi, elle construit un arsenal. Elle construit un arsenal, mais elle est encore loin d'égaler le niveau technologique militaire. Vous savez... Américain, très loin. Il y a 3 grandes puissances technologiques militaires dans le monde, puisque l'Angleterre a décidé d'elle-même de s'effacer de la scène. C'est l'Amérique, la Russie et la France.
qui fabrique les avions les plus performants, les navires les plus performants, etc. Alors la Chine essaye de rattraper ce retard, mais elle est encore loin d'égaler les États-Unis, ne serait-ce que par sa technologie des SNLE, par exemple. Les SNLE, c'est-à-dire les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, n'ont pas ce pouvoir de dilution, cette technologie de la dilution, et ils sont très détectables. Qui plus est, dans les eaux qui baignent la Chine, ce sont des eaux très peu profondes. Pensez à la mer Jaune qui fait 40 mètres. C'est tout. Pensez au détroit de Malacca. C'est le nom qu'on cherchait tout à l'heure. Oui. Le détroit de Malacca. Et toutes les passes qui permettraient à la Chine de pénétrer dans l'océan Pacifique Nord, les navires chinois se feraient repérer immédiatement. Militairement, la Chine ne peut pas résister aux États-Unis. Alors après, c'est vrai qu'il y a une chose nouvelle qu'on n'a encore jamais essayée, c'est la guerre électronique. Enfin, la cyberguerre. Et oui. Là, effectivement, c'est l'arme du faible au fort. On voit comment des pays comme même l'Iran peuvent créer des dommages grâce à la cybernétique. Donc ça, c'est un peu différent. Mais en dehors de cela, vous ne mangez pas des ordinateurs. Si vous deviez vous lancer dans une guerre longue, il faudrait encore une fois vous approvisionner. Et l'approvisionnement serait impossible. Tous les approvisionnements seraient coupés parce que la Chine est un pays confiné. Exactement comme était l'Allemagne. D'ailleurs, l'analogie est frappante. Une attaque contre la Chine, ça consisterait en quoi? Alors d'abord, s'il y avait une attaque contre la Chine... Quels seraient les objectifs? Il n'y en a pas. Il y en a pas. La Chine fait peur, mais... quels seraient les objectifs intelligents d'une attaque contre la Chine? Ou alors, l'Amérique tomberait dans le piège de Thucydide. C'est-à-dire, ayant peur de se faire rattraper par la Chine, elle l'attaquerait la première. Préventivement. Alors, honnêtement, j'y crois pas. Vous dites, Yves-Marie Aldine, que les États-Unis n'ont pas à avoir peur pour l'instant militairement de la Chine. Néanmoins, c'est ce que vous expliquez, l'alliance militaire Indo-Pacifique Quad+, qui réunit les États-Unis, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Vietnam, se sont rassemblés pour justement essayer de freiner les ambitions territoriales de la Chine. Pourquoi ? Oui, mais ça, c'est la politique américaine qui profite des frustrations éprouvées par ces pays-là ou des craintes que ces pays-là éprouvent à l'égard de la Chine pour consolider son raison d'alliance. Quant à l'Inde, c'est pareil. L'Inde craint la Chine de différentes manières. J'ai parlé de l'Himalaya tout à l'heure, par exemple, du château d'eau. L'Inde est une rivale de la Chine. Quand l'Inde s'est procuré la bombe atomique, c'était pas pour viser le Pakistan. Donc, elle était déjà plus forte que le Pakistan. C'était pour viser la Chine. En revanche, quand le Pakistan s'est doté de l'arme atomique, c'était pour dissuader l'Inde de continuer à lui donner des paires de claques tous les 10 ans, comme elle faisait depuis l'indépendance de 1947. Et hormis les ressources en eau, qu'est-ce que l'Inde a à craindre de la Chine ? Essentiellement ça. C'est des... Enfin, c'est énorme déjà, mais... Oui, il y a le Tibet, quand même. Oui, mais c'est ça. Le Tibet appartient à la Chine. Il a été conquis en 1952. La Chine peut d'ailleurs faire valoir que jadis, le Tibet était dans l'Empire de Chine. Encore une fois... Et l'alliance traditionnelle de l'Inde était l'alliance avec la Russie. Contre la Chine. Oui, ça c'est vrai. La Russie communiste. Même du temps de l'URSS. Et l'Inde s'est rapprochée désormais du camp occidental. Et pourquoi vous dites que la Chine fait peur à la Russie ? Ah, mais parce que la Russie, c'est 144 millions d'habitants sur 17 millions de kilomètres carrés. Voilà. La Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants sur 9 millions de kilomètres carrés. Déjà, la Chine peut être tentée de soulager un peu sa démographie et surtout le fleuve Amour qui sert de frontière entre les deux pays n'a pas toujours été une frontière et les Chinois savent très bien que jadis la Chine s'étendait au-delà. Donc là aussi il y a des terres irrédentes et que la Chine convoite bien entendu. Alors elle essaye déjà de s'y installer pacifiquement en offrant à la Russie une main-d'œuvre de gens qui vont exploiter les bois, les forêts, etc. Mais la Russie a très peur de la Chine parce que elle se dit que quand on dîne avec le diable, il faut une grande cuillère, quoi. Mais enfin, ils ont noué des alliances monétaires, ils n'ont quand même pas intérêt à se... Oui, bien sûr. L'accord de Shanghai. Oui, mais elle a peur qu'à long terme, la Chine vienne réoccuper des territoires qui aujourd'hui lui appartiennent. Vous savez, en 1900... Pendant la guerre 14, les Japonais sont allés jusqu'au lac Baïkal. Ils convoitaient
ces régions aussi, comme la Chine, les convoitent. Parce que les ressources minières sont colossales. Vous avez des ressources charbonnières. Alors, le charbon n'est pas la bonne. Mais c'est quand même aujourd'hui 36% de la production électrique mondiale. C'est encore ça, absolument. Et donc, il y a de formidables réserves de charbon, de pétrole. Maintenant, on trouve du pétrole du côté de Sakhaline. On se rapproche de la Chine, là. Oui, mais tout ça, c'est russe. Et voilà. Et donc, la Russie doit protéger ses intérêts. Et c'est d'autant plus frustrant pour elle d'être victime du grand jeu que les Américains mènent contre elle. Parce qu'à l'origine, Poutine aurait voulu se rapprocher de l'Europe. Ça ne faisait pas l'affaire des Américains. Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, d'ailleurs, en Europe. Les Polonais préfèrent que la Russie reste un adversaire, par exemple. Merkel a souffert de la Russie puisqu'elle est née en Allemagne de l'Est, etc. Donc, mais c'est vrai qu'il y aurait une alliance naturelle, disons. Cela dit, les Français, je le répète, ne se sentent pas ennemis des Chinois. Pour quelle raison serions-nous ennemis des Chinois? Nous ne sentons pas notre sécurité menacée par la Chine. Et d'où la fameuse affaire des sous-marins, où la France un peu est victime de cette géopolitique américaine agressive, anglo-saxonne agressive, qui vise justement à resserrer des liens contre la Chine, comme si la Chine avait la possibilité de gagner le Pacifique Sud, ce que je ne crois pas du tout. Alors imaginons une guerre. Bon, imaginons une guerre. De toute façon, on ne voit aucune puissance avoir la capacité d'occuper le territoire chinois. Non. C'est totalement impensable. Mais aucune puissance ne l'a jamais fait. Oui. Si. Alors les Mongols, vous voulez dire Si, il y a eu les Mongols, et d'où le mur, d'où la muraille de Chine. Oui. Mais il y a aussi le break-up of China, le dépeçage de la Chine par les puissances occidentales au 19e. Et japonaises. Japonaises. Mais c'était un dépeçage, c'était pas un dépeçage véritablement territorial, c'était des comptoirs, c'était des concessions. On n'a pas colonisé la Chine comme on a colonisé l'Afrique. Mais ça a quand même humilié la Chine. Bien sûr, ça a humilié la Chine. Il y a eu la guerre 1840, la guerre de l'opium. La guerre de l'opium, les deux guerres de l'opium, initiées par l'Angleterre, qui sont des scandales, bien entendu, dont l'Occident peut avoir honte, puisque l'Angleterre a forcé la Chine à accepter l'opium qui venait des Indes. Et voilà, à s'ouvrir un marché comme ça. Les Chinois se souviennent de tout ça. Ils ont conservé en l'état le palais d'été en ruine. Après le sac du palais d'été. Après le sac par les Français et les Anglais. Et ils font visiter ça. Donc c'est encore une manière, vous posez la question de savoir comment se fonctionnait la propagande chinoise. C'est une manière, encore une fois, d'entretenir dans l'esprit des Chinois cet orgueil, ce désir de laver tous les affronts. Et ça, évidemment, c'est dangereux. Parce que quand je vous parle là, je parle de données matérielles, de données évidentes sur les illusions chinoises, le fait que les routes de la soie jamais ne pourront se substituer, ne serait-ce que techniquement, à des routes maritimes, et qu'en plus de ça, elles exigeraient de la Chine une géopolitique complètement neutralisée. Quand on n'a plus la possibilité de dire non à quelqu'un, on n'a pas de diplomatie possible. Mais cela dit, ça n'exclut pas un emportement humain. Et c'est arrivé dans l'histoire. Alors c'est vrai que depuis notre entrée dans l'ère nucléaire, les emportements humains sont quand même plus difficiles. Voilà. Mais c'est quand même arrivé. Taïwan, la Chine joue un rôle, disons, dangereux. Encore une fois, que je peux comprendre. Si j'étais chinois, je pourrais comprendre cette idée-là. C'est un jeu dangereux parce que ça peut déraper. Et à ce moment-là, on entrerait dans une conflagration. Alors, Paulson, ancien secrétaire d'État au Trésor américain, déclarait « The world is headed for a very dangerous place ». Bon, autrement dit, la Chine et les États-Unis, s'ils n'arrivent pas à stabiliser leurs relations, ça peut déboucher sur une conflagration mondiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de M. Paulson? Ce qui fait peur chez Paulson comme chez d'autres, c'est l'idée que, finalement, une guerre nucléaire, même nucléaire, face à une puissance nucléaire mineure, qui est la puissance nucléaire chinoise est mineure. Les trois premières puissances nucléaires, c'est États-Unis, Russie et derrière la France. Ce serait envisageable, pourquoi pas? Là, il y a un tabou qui est en train d'être transgressé dans l'esprit de quelques stratèges américains.
On entend souvent des observateurs, Yves-Marie Adeline, évoquer le cœur économique du monde. Autrefois, c'était la Méditerranée, c'est passé ensuite à l'Atlantique. Et quand est-ce que le Pacifique va devenir la zone tampon principale entre la Chine et les États-Unis? Parce que maintenant, tout est numérique. Est-ce qu'il y aura dans l'ère Pacifique plus de densité au niveau commercial? Mais il y a déjà beaucoup de densité, sauf que territorialement, le Pacifique en son entier appartient à l'Occident. L'Amérique possède tout le Pacifique nord, le Pacifique central qu'elle a chippé aux Japonais, et quant au Pacifique sud, c'est l'Australie. Et la France, je rappelle. Il y a cette grosse tache française et francophone qui gêne les anglo-saxons. Autrement dit, tout le Pacifique est anglo-saxon, à l'exception d'une partie du Pacifique sud qui est française. Vous allez nous rassurer. La Polynésie, Mélanésie. Il se dit que les Kanaks, le parti kanak, est largement financé par la Chine. Ah mais bien sûr. Voilà. Oui, bien entendu. Mais alors, la Chine cherche, évidemment, on comprend là que ça fasse peur aux Australiens. La Chine implante des relais d'influence dans le Pacifique Sud. Ça, ce n'est pas douteux. Ce dont je doutais, c'était la capacité militaire de la part de la Chine de s'emparer du Pacifique Sud quand on pense à la puissance américaine qui serait en phase 2. Oui, c'est des comptoirs commerciaux, c'est ce que vous appelez les colliers de perles. Alors ce qu'elle appelle absolument, avec sa poésie habituelle, la Chine nous réjouit pour cela. La Chine parce que c'est quand même un pays qui a une culture très ancienne. Très ancienne et évidemment qui n'est pas très comparable aux États-Unis. Mais le collier de perles... C'est un jugement de valeur, ça. Ce qu'on appelle le collier de perles, ce sont toutes ces bases que la Chine a installées dans l'océan Indien en disant, on réplique aux bases occidentales, et il y a la présence de l'Inde, etc., avec des bases. Mais c'est pas sérieux. Ces bases-là seraient du jour au lendemain neutralisées en cas de conflit. Exactement comme la présence ultramarine de l'Allemagne en 1914 a été neutralisée par ses adversaires. Et donc, il y a une base militaire à Djibouti, mais contre 3 bases hostiles, la base française, la base américaine, la base japonaise. Donc, vous voyez, il y a la base de Diego Garcia, qui est une île britannique, mais avec une base américaine, qui permet aux avions à long rayon d'action B-52. Le contrôle du canal du Mozambique. Tout le contrôle. Alors ça c'est français. Le canal du Mozambique, il y a des îles françaises partout. Entre Madagascar et l'Afrique. Oui, entre Madagascar et l'Afrique. Et puis quand la Chine va commercer avec l'Angola, le Gabon, etc., pour aller chercher du pétrole, eh bien elle passe à proximité des îles britanniques qui sont dans le sud de l'Atlantique. Bref, partout elle se retrouve avec ses adversaires potentiels. Donc ce collier de perles, je dirais pas qu'il est en toc. Ce sont de fausses perles. Mais voilà, c'est pas très sérieux. Alors, toujours dans cette analyse, au fond, vous démystifiez la crainte que nous éprouvons en Occident de la Chine. Oui. Je voudrais faire un rappel pour ceux qui ont connu ces années-là. Dans les années 80, tout le monde nous disait, toute la presse unanime nous disait, comme aujourd'hui de la Chine, le Japon va conquérir tous les marchés. C'est vrai, ça. Il y a eu des livres très très nombreux. Je ne vais pas tous les citer. J'en citerai un, celui d'un Japonais, Akio Morita, le fondateur de Sony, qui dit « Japan can say no ». C'est le titre. Oui, je me souviens très bien de ce livre. Le Japon vous dit... Il peut vous dire non. Enfin, non, quand on dit non, c'était poli. Parce que les Japonais sont polis. Oui, voilà, ce sont des gens très polis. Et on voyait des rachats d'entreprises. Et puis, 90, fini, terminé. Le Japon gère sa chute, gère sa décadence. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu sur ce scénario-là ? Alors, qui pourrait être lié à un problème démographique ? Voilà, et c'est la question que nous allons vous poser en 3e partie. D'accord. Question démographique. Alors, cher Yves-Marie, vous nous l'avez dit, la Chine a une très longue mémoire historique. Elle a connu un 19e siècle et 20e siècle calamiteux. Humiliant. Elle connaît la Renaissance, c'est vrai. Mais il y a un risque énorme qui va dans le sens de votre thèse d'ailleurs, c'est celui de la démographie. La Chine sera vieille avant d'être riche. Oui, elle sera vieille avant d'être riche. Et il y a un deuxième
problème qui se pose, elle manque de cadre. Son expansion, son enrichissement a été plus rapide que sa capacité à se doter d'une élite encadrante. Et je vais vous donner un exemple vraiment idiot. Une de mes filles a fait une partie de ses études en Chine. Elle a voulu ouvrir un compte bancaire. En Chine. En Chine. Et la directrice de l'agence avait une mentalité pas de cadre, une mentalité plutôt d'agent de maîtrise. Oui, d'accord. Et donc, comme elle avait un nom un peu trop long, eh bien, il lui a été refusé d'ouvrir un compte. Ah ben non, ça rentre pas. Ça rentrait pas dans les cas. Alors en France, on s'arrange. Généralement, on coupe la tête. Bon, la France a l'habitude. Mais voilà, donc elle n'a pas pu ouvrir son compte et elle était obligée de passer par Western Union, je me souviens plus quel était le système, on devait lui envoyer constamment de l'argent parce que voilà. Alors ça, c'est un problème. Elle a un problème de cadre, un problème d'encadrement. Et puis il y a ce problème démographique. Il arrivera un moment où, quand on est très... alors, il y a donc le troisième problème qui était le marché intérieur, qui n'est pas suffisamment développé. Et puis, il arrive un moment où on est trop vieux pour travailler. Pour travailler. Et alors, tous ces vieux vont arriver à la retraite sur un système social qui est très fragile, très précaire. Oui. Ils vont le faire exploser. Mais oui. C'est ça le problème, non? Oui, et le grand paradoxe, c'est que ce pays qui se prétendait communiste, enfin qui l'a été pendant longtemps, attaché à la répartition des ressources, des richesses, etc., va en fait exploser sur ce problème-là. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une menace grave pour la Chine. Je crois qu'il y a aussi le problème des travailleurs précaires. Alors là, au contraire, c'est le prolétariat. Oui. Travailleurs précaires. Il y a des bidonvilles qui n'existaient pas du temps de Mao. Autour des villes, on voit une population très précaire qui s'accumule dans l'espoir d'un travail et qui regagne les campagnes quand ça va très mal. Oui. Et il y a même des errants, des populations errantes. Des vagabonds. Et on se demande d'ailleurs, dans la crise du Covid, comment ils ont pu gérer ces errants. Ils ne les ont pas gérés, certainement. Ou mal, en tout cas. Ouais. Mais c'est quand même un pays totalitaire, donc ils se donnent plus de moyens que nous. Et puis ils se donnent aussi plus de moyens de couper les informations, ou d'en créer d'autres, ou de désinformer. Alors vous me direz, on n'a pas de leçons à donner. On est devenu très bon. Oui, on est devenu très bon. On n'a pas de leçons à donner aux Chinois, mais non, c'est vrai que ce sera un vrai problème. Et on en revient à la loi de Bodin, de Jean Bodin. Il n'est de richesse que d'homme. C'est au moins l'Allemagne, elle est devenue riche avant d'être vieille. Là, la Chine, effectivement, risque de rencontrer ce problème. C'est vrai, un problème démographique. Alors, avec 1,5 milliard d'habitants, qui va d'ailleurs être, qui est déjà atteint, grosso modo, rattrapé par les Indes. Là, dépassé, même. Oui, ça y est, l'Inde est en train de les dépasser. Oui, voilà. Est en train de Autre sujet, Yves-Marie Adeline, la Chine est le premier créancier des États-Unis avec 1 000 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Pourquoi vous dites qu'en réalité, la Chine est otage dans cette situation? Alors, si vous allez chez votre banquier... Oui, vous lui devez... Voilà, vous lui devez 10 000 francs. 2 000 €. 10 000 €. Ah, alors il va vous traiter comme un chien, surtout si vous n'avez pas beaucoup de revenus. Mais si vous lui devez 200 000, 300 000 €, là, pour le coup, il va vous accueillir avec un cognac, un cigare. Ça me rappelle un film comme ça, un film comique avec Pierre Richard, où quelqu'un disait à Pierre Richard, vous me devez 200 briques. Il dit, ça, je m'en fous. Si je vous devais 100 balles, je serais embêté, mais 200 millions... Mais alors pourquoi ils ont accumulé toute cette... Mais c'est vrai qu'ils ont eu raison. Mais ils ont eu raison, bien entendu. Mais ils n'ont aucun intérêt à voir s'effondrer le dollar, par exemple. Parce que, évidemment, ils verraient s'effondrer leur propre épargne. Ils ont 1 000 milliards, donc c'est colossal. Donc, sous prétexte qu'ils sont créanciers des États-Unis en bons du Trésor, on dit, ils tiennent les États-Unis par la barbichette. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, les États-Unis peuvent dire, t'as aucun intérêt à m'empêcher, par exemple, de continuer à imposer au monde que le commerce mondial à 80% au moins soit libellé en dollars. Le pétrole se vend en dollars, etc. Il n'y a qu'un mauvais élève dans toute cette affaire, c'est la Russie, qu'on diabolise à cause de ça. Mais les Chinois n'ont aucun intérêt à faire ça. Alors cela dit, peut-être... Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont lancés dans cette politique d'achat? Mais parce que, de ce fait, on parle un peu d'égal à égal. C'est-à-dire, c'est je te tiens et tu me tiens par la barbichette. Il y a en fait une imbrication. Évidemment, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc ils n'ont aucun intérêt à se faire de mal, ni d'un côté, ni de l'autre. Ça, c'était assez intelligent de leur part. Et puis, les Chinois sont des gens intelligents, bien entendu, ils ont surabondamment montré dans leur longue histoire.
on ne peut pas exclure qu'à long terme, quand on voit comment ils achètent de l'or massivement depuis déjà des années, on ne peut pas exclure qu'un jour, ils mettent enfin sur le plateau mondial le yuan or. Oui, yuan or. Bon, on ne peut pas l'exclure. À ce moment-là, ça pourrait faire mal au dollar. Mais ils n'ont pas du tout intérêt, dans l'immédiat, à ruiner le dollar, évidemment. Et vous savez quand même que dans les accords de Shanghai, le gaz russe est payé en yuan, justement. Oui. Et ce qui permet aux Russes d'acheter en yuan des produits manufacturés chinois. Oui. Donc là, il y a un début... C'est assez intelligent, d'ailleurs, comme politique, des deux côtés. Alors, les Chinois adorent dire ça, c'est gagnant-gagnant. Ça, ils adorent, parce que c'est aussi une culture très particulière, où personne ne doit perdre la face. Voilà. Aucun des partenaires commerciaux... Win-win, disait M. Raffarin. C'est win-win, c'est ça. Mais Raffarin a été très impressionné par la Chine. On sait que c'est un agent... Un agent très actif. Il a vendu à bas coût beaucoup de brevets français. Enfin bon. Ouais. Vous disiez tout à l'heure, Yves-Marie Adeline, que 70% de la production chinoise est le fruit d'entreprises étrangères qui ont délocalisé. Mais vous parliez aussi de l'orgueil des Chinois. Est-ce que cette main-d'œuvre, finalement, au bout d'un moment, ne finira pas par remonter, et est-ce que ça ne sera pas aussi beaucoup moins intéressant pour toutes ces entreprises étrangères de rester en Chine ? C'est vrai, ça commence un peu à venir d'ailleurs. Oui, mais ça on le dit depuis 10 ans, qu'ils vont en Thaïlande, au Vietnam, Non, mais c'est vrai que c'est sur les marges, mais ça commence quand même à venir. Mais c'est un phénomène qui va s'amplifier. Probablement. Il y a des pays qui sont moins chers que la Chine. Alors après, il faut que ce soit des pays qui soient capables aussi d'offrir ce que la Chine a réussi à nous offrir. Oui, au début, elle nous a offert quasiment des esclaves ou des semi-esclaves. Il y avait beaucoup de prisonniers, il y a beaucoup de gens. Dans les tout premiers temps, je me souviens quand j'étais directeur de cabinet d'un responsable politique, un ancien ministre de l'économie. Il était allé en Chine et il disait c'est extraordinaire cette croissance à 2 chiffres. Bon, enfin tout l'aspect moral disparaissait. Et puis il y avait ce dumping social évidemment dont il se plaignait pour le coup lui, mais comme il était européiste, il imaginait des frontières douanières européennes. Et alors évidemment, j'ai raté là. Voilà, il s'est fourvoyé. Mais au début, c'est vrai qu'il produisait souvent des choses d'assez mauvaise qualité. Comme les Japonais. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont totalement changé grâce à l'achat de brevets. Enfin, je sais que dans le domaine de la coutellerie, ils arrivent à faire aussi bien que les Américains pour un coût très inférieur. Oui. Donc, c'est quoi quand est-ce que les Chinois vont se dire regardez aux États-Unis ce qui se passe, on fait mieux qu'eux, le rapport avec les patrons. Ah oui, vous voulez dire les ouvriers chinois ? Alors là, quand on est dans un pays totalitaire, c'est compliqué. Oui, mais ils ont déjà augmenté les salaires quand même. Oui. Et puis encore une fois, le Parti communiste, on sait très bien qu'il a peur que cet ordre qui pour l'instant régit la société chinoise soit ébranlé par des phénomènes qui s'apparenteraient à Tiananmen, par exemple. Des envies de liberté, quoi. Voilà, un vent de liberté. Alors cela dit, ce sont avant tout des Chinois, disait un homme politique français au moment de Tiananmen. Je me souviens très bien de ça, quand on l'avait interrogé. Le vieux sage, aujourd'hui, Le Pen, avait dit ce sont avant tout des Chinois. Et il ne croyait pas du tout à une révolution chinoiane à cette époque. Et c'est vrai Qu'est-ce qu'il voulait dire ce soir parce qu'il voulait dire c'est une mentalité. Même. Oui, voilà, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en groupe. Oui. Et même votre identité propre vient de votre appartenance au groupe. C'est clanique. Même la façon, c'est plus que ça. Il n'y a pas véritablement de personne. C'est-à-dire la façon même dont je vais m'adresser à vous va dépendre de la situation que vous occupez dans l'ordre social. Aussi bien en Chine qu'au Japon d'ailleurs. Et donc, ils n'ont pas une culture de l'expression de la personnalité, de l'individualité. Ouais. Et c'est ce qui rend évidemment très intéressante l'étude du communisme chinois. Parce que forcément, c'était pas un communisme qui devait reposer sur la revendication de la personne. Donc, il y a certainement beaucoup d'études à faire là-dessus que je n'ai pas menées moi-même. Dans votre comparaison avec les États-Unis, avec l'Allemagne, il y a aussi l'idée du soft power. Oui. On peut dire que l'Amérique est toujours gagnante en matière de soft power, puisque les Chinois, sur le plan culturel, il n'y a pas de rayonnement chinois. C'est pas très. Il y a le passé chinois, l'art chinois, l'esthétique chinoise qui est magnifique, mais il n'y a pas de soft power à l'américaine. Oui. Bon,
D'ailleurs, dès qu'il y a un produit culturel, le parti exerce une censure féroce dessus. Et puis, en général, c'est très xénophobe. Et puis, c'est un pays cultivé, enfin c'est un pays de culture. Plus exactement, parce que la révolution culturelle a fait suffisamment de dégâts pour montrer que les Chinois se désintéressent. Le Chinois de la rue se désintéresse de la culture. Il n'y a même pas des relais comme on a chez nous, là, avec un Y, vous savez, dans nos gares. Ils n'ont même pas ça. Ils ne vendent même pas de livres de gare. Ah oui, ils n'ont même pas Guillaume Musso, vous voyez. Ils n'ont même pas ça. Voilà. Donc, ils n'ont même pas Lévy non plus. Ils n'ont même pas Lévy, voilà. C'est terrible. Mais disons, dans son histoire, la Chine est un pays de grande culture. Quand il s'agit d'exercer un soft power, il faut quand même passer par une culture populaire. La culture populaire, l'Amérique s'y prête admirablement. Ouais. Ce sont des gardiens de vaches qui sont partis là-bas et qui donc peuvent s'adresser, disons, aux masses. Hein. C'est des cultures de masse, l'Amérique. Justement, cette masse, on en parle souvent de ce terme dans le cadre du Great Reset que propose le Forum de Davos. C'est le crédit social. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce crédit social en Chine ? Là, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on se demande si Davos ne trouve pas toutes ses sources en Chine. Parce que la Chine est le modèle du totalitarisme contemporain. Déjà, le confinement, on a confiné, les démocraties se sont confinées comme sur le modèle d'un pays totalitaire. Oui, c'est vrai. Et les élites internationales verrait d'un très bon œil une réorganisation, un reset, comme vous dites, en anglais, moi on va dire réorganisation en français, de nos sociétés sur le modèle chinois, avec une élite dirigeante, et puis retour de la le féodalité. Bas peuple. Pourquoi la féodalité Non, la féodalité, ce sont... Vous savez, c'est ce qu'ils expliquent. Ils se disent, voilà, vous n'aurez plus rien, vous ne serez plus propriétaire et vous serez heureux. Oui, mais c'est même pas ça, la féodalité. Mais oui, bien sûr. De toute façon, être propriétaire, pourquoi faire ? Leur idée, c'est ça, c'est de dire ce qu'il faut que vous puissiez vivre. Mais comme un esclave, vous pouvez vivre. Non, mais comme les serfs, ils vivaient autrefois sur la terre de leur seigneur. Ah oui, dans cet esprit-là. Je pense que dans cette idée-là. La Chine n'a pas atteint le niveau d'une classe moyenne suffisante qui pourrait menacer le régime, mais... En Occident, on est en train de liquider la classe moyenne. Absolument, elle est en train de déraper, de glisser. Alors bon, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, et les classes moyennes sont en train de dévisser. Et donc c'est vrai que pour notre élite, ça c'est un vrai paradoxe de l'histoire du capitalisme. C'est pour notre élite, le modèle est chinois. Mais ça, c'est vrai. Dans la domination générale des peuples... Et au niveau social, on voit que les classes moyennes s'en prennent plein la tête en Occident. Oui. Qu'en est-il en Chine ? Alors, il y a quand même un parti, avant tout. Il y a un parti politique qui est quand même organisé comme une armée, avec, c'est vrai, des courants qui s'affrontent. Puis Xi Jinping réussit pour l'instant, à bien tenir ces choses-là. Il y a eu même des chefs qui ont été réprimés, envoyés en prison, etc. Donc, on ne peut pas totalement comparer avec nos sociétés. Il ne faut pas exagérer. Mais les élites économiques, disons, et financières de Davos ne cachent même pas leur admiration pour le modèle chinois. Et l'utilisation du numérique pour servir ce contrôle social. Oui. C'est la dimension commune. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'on reproche aux Chinois de ce crédit social par le numérique, mais on en rêve, alors peut-être sous une autre forme quand même, parce que c'est un peu énorme. D'imposer comme ça du jour au lendemain le crédit social. Alors, on nous a imposé un confinement dont on voit aujourd'hui. Non, mais on peut imposer tout par le bien, quoi, en disant c'est pour votre bien. Donc, disons que par un mouvement, un effet de cliquet, pour une expression qui m'est chère. Depuis 40, depuis la construction européenne, on est dedans. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut, pourquoi pas, et on vient jamais en arrière. S'approcher. On vient jamais en arrière. Bon, ça. Alors nous arrivons à la fin de cet entretien. Yves-Marie Adeline, je vais reprendre votre thèse, à savoir que la Chine ne saurait nous inquiéter complètement, qu'il faut dissiper cette impression angoissante que les médias nous distillent. Mais figurez-vous que vous vous inscrivez dans la filiation d'un très grand historien qui s'appelait René Grousset. Ah oui, un grand sinologue. Qui a montré que la Chine, dit-il, a raté son heure. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su utiliser l'extraordinaire prospérité technologique qui était la sienne
l'imprimerie, le canon, la poudre à canon, enfin toutes les inventions, le papier, toutes les inventions chinoises, que ça n'a pas débouché sur une révolution industrielle et qu'elle a en quelque sorte raté son heure. Elle a manqué son entrée dans les temps modernes. Ne serait-ce qu'en philosophie, puisque moi, ma spécialité, c'est plutôt ça. Si vous lisez mon histoire mondiale de la philosophie, il y a un chapitre consacré à la Chine à ce moment-là. Elle a eu des penseurs qui pouvaient parfaitement se rapprocher de nos premiers grands modernes, Descartes et autres, et les Anglais. Et ils ont été immédiatement arrêtés par le pouvoir. De même, d'ailleurs, que les grands explorateurs. Un grand explorateur chinois a été arrêté. Il avait réussi à toucher les côtes de l'actuelle Tanzanie. Il a été arrêté dans son entreprise. Et donc, ce sont les Portugais, ce sont les Européens qui se sont répandus sur les mers. Mais il faut dire que chez les Chinois, c'est l'empire du milieu. Et le roi, ou l'empereur, a vocation à régner sur cet empire-là, éventuellement sur les populations civilisées qui l'entourent, les Vietnamiens, les Coréens, etc., mais pas sur les barbares. Nous sommes les barbares. Il y a une xénophobie chinoise. Oui, mais elle est telle. C'est un peu comme le virus Ebola, qui ne peut pas se répandre parce qu'il tue tout de suite ses victimes. Là, c'est la même chose. Il n'y a pas d'impérialisme mondial de la Chine, parce que la Chine n'a pas vocation à régner sur les barbares. Ils ont eu un tel mépris qui est un peu dérisoire, comme toujours ce genre de xénophobie, de racisme, pourrait-on dire, pour utiliser un mot à la mode. Et donc on ne peut pas craindre de ce point de vue-là une hégémonie mondiale de la Chine qui s'exprimerait en termes politiques, militaires, etc. Parce que ce n'est pas dans leur âme. C'est pas dans l'état d'esprit propre aux Chinois. C'est un pays qui n'a jamais voulu constituer d'empire universel comme les Mongols, comme les Romains, comme Alexandre, comme les musulmans, comme etc. C'est un pays qui a jamais vu les choses de cette manière. Il n'a jamais vu le monde de cette manière-là. Tout tourne autour de la Chine. Oui, et d'ailleurs, c'est donc il y a un noyau et le reste ne les intéresse pas. C'est par la Chine que les forces du ciel communiquent avec celles de la terre. Voilà, oui. C'est le cordon ombilical, disons, passe par... Enfin, c'est le nombril. C'est le nombril. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dans l'anthropologie chinoise. La Chine c'est un point de vue chinois. Oui, bien sûr. À proprement parler, c'est le nombril du monde. Oui. Yves-Marie, merci pour cet entretien d'une grande richesse. Je voulais dire à nos téléspectateurs que vous avez publié cet article, « Les illusions chinoises », dans Lecture française du mois d'octobre 2021. On pourrait se procurer Lecture française, une adresse que... Oh, sur Amazon. Enfin, oui, Amazon. Tout le monde. Voilà. Ils ont un site. Et voilà, vous passez par Amazon. Ah ben oui. Voilà. Donc, on ne peut pas faire autrement. Les illusions chinoises, Yves-Marie Adeline, et ce n'était pas une analyse débridée. Non, ça c'est Merci, monsieur. Merci. Merci Yves-Marie Adeline. Et chers téléspectateurs, à très bientôt.